Bonjour à tous et merci pour cette invitation par le MODEF Ardèche. Je voudrais commencer par dire qu'effectivement, je suis économiste universitaire à l'Université d'Angers et c'est toujours un peu délicat pour un économiste d'arriver chez les paysans et leur dire, comment dire, je n'ai pas la prétention de vous dire ce que doit être le modèle agricole, parce que je pense que ce n'est pas mon rôle. Moi, mon objectif, c'est simplement que j'avais été invité par le MODEF pour le congrès. Et l'idée, c'est plutôt de discuter et de vous donner quelques idées que j'ai eues et qui sont d'ailleurs le fruit aussi des discussions qu'on a eues au congrès. Et puis surtout, de permettre un débat, une réflexion sur finalement quel modèle agricole on devrait soutenir, parce que le modèle actuel, il est problématique à différents points de vue. Et en particulier, l'une des questions, l'un des enjeux les plus importants de l'agriculture, c'est quand même de nourrir les gens. Et pour ça, eh bien, ce qu'on appelle nourrir les gens, ça veut dire aussi assurer la souveraineté alimentaire. Alors qu'il faut distinguer de la souveraineté agricole au sens strict, parce que ce qui, moi, me semble le plus important dans l'agriculture, c'est quand même d'abord qu'elle nourrisse les gens. Alors bien sûr, toute l'agriculture n'a pas vocation à nourrir les gens. On fait pousser du coton, ça sert pour les vêtements, le textile. Il y a toute une partie de l'agriculture qui est matière première. Mais ce qui me semble être le plus important et ce qui doit être vraiment spécifique à l'agriculture, c'est aussi sa capacité à nourrir. Alors par le bétail ou par les produits agricoles directement. Et c'est cette chose-là qu'il faut absolument protéger. Le monde de demain, on ne sait pas trop comment il sera. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui à base de pétrole, à base de transport, à base d'échanges internationaux. Or, le problème, et aujourd'hui de l'agriculture française en particulier, c'est qu'elle est confrontée à des modèles agricoles extérieurs qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de production. Et quand on regarde les conséquences que ça a, eh bien, ça incite les agriculteurs à adopter des modèles plus efficaces pour produire moins cher, pour permettre de répondre à la concurrence du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays très loin. Mais du coup, ça a pour conséquence de réduire les rendements de la terre. Si vous voulez, on pourra en discuter un peu. Du coup, de diminuer la souveraineté alimentaire de la France. Parce que bien sûr, la souveraineté, c'est simplement un principe de quelle surface agricole je vais cultiver. Donc déjà, il y a une perte des surfaces agricoles aujourd'hui en France avec ce qu'on appelle la bétonisation, mais globalement le fait que certaines parcelles, du fait de la concurrence d'ailleurs, sont moins rentables, donc on va les abandonner. Donc ça va être l'expansion des forêts. D'autres parcelles, on va les utiliser pour des infrastructures routières, pour faire des lotissements. Donc ça, c'est l'urbanisation. Et puis, celles qui restent, on va parfois moins bien les cultiver pour répondre, pour avoir des coûts de production qui soient compatibles avec ceux de l'étranger. Et à la fin de tout ça, on va produire moins de nourriture en France. Et alors, on pourrait dire que c'est pas grave, puisqu'on peut les acheter, on peut acheter la nourriture à l'étranger. Mais en fait, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir du commerce de nourriture assez facilement, mais demain, ça n'est pas garanti. On l'a vu, ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, où quand on bloque les ports de la mer Noire, il y a des pays qui risquent la famine ou qui risquent des problèmes alimentaires parce qu'ils ne sont pas du tout souverains du point de vue alimentaire. Évidemment, je pense à des pays comme l'Égypte ou d'autres pays qui ont qui ont très peu de surface agricole et qui sont parfois très peuplés et donc qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Donc, la question de la souveraineté alimentaire, c'est pour moi une question qui devrait être au cœur des politiques agricoles aujourd'hui, en particulier en France, parce qu'en France, on a complètement les moyens de se nourrir nous-mêmes. Je veux dire, on a une densité de population qui est finalement assez faible, notamment comparée à d'autres pays comme l'Égypte. Si on enlève le désert, c'est très très dense l'Égypte. Mais même en Europe du Nord, les Pays-Bas, la Belgique, ce sont des pays très denses et dans lesquels, bien sûr, il faut qu'ils importent une partie de leur nourriture. En France, on a un peu plus de 100 habitants au kilomètre carré. On a beaucoup de surfaces tout à fait cultivables. Et donc, on devrait être capable de se nourrir. Non seulement de se nourrir, mais même d'ailleurs d'exporter pour nourrir les pays qui, eux, n'ont pas la possibilité d'être souverains du point de vue alimentaire. Alors, toute la question, c'est comment fait-on et mon sentiment, et je pense qu'il est partagé, c'est que, en tout cas c'est ce qu'on avait discuté lors du congrès du MODEF, c'est que le modèle actuel va plutôt mettre en danger la souveraineté alimentaire française, avec des conséquences derrière qui est la baisse du nombre d'agriculteurs, le problème
hein, du fait que les agriculteurs vieillissent et que eh bien, le métier n'étant plus assez attractif parce que beaucoup d'agriculteurs ont du mal à gagner de l'argent de leur vie, eh bien, ça va entraîner des phénomènes de déproduction. Et ça, c'est quand même évidemment très embêtant. On sait aussi que pour le bétail, une grande partie du fourrage de l'alimentation animale bien, est importée. Donc là aussi, se pose la question de comment on arrive à avoir une souveraineté alimentaire globale, c'est-à-dire qui intègre à la fois la production, mais aussi les matières premières hein, pour produire les intrants, la nourriture du bétail, et puis qui aille aussi jusqu'à la transformation. Parce que si on produit, c'est souvent l'exemple qui est pris, on produit des pommes de terre en France et puis on les exporte en Belgique où elles sont transformées en chips et puis on rachète les chips, ça pose aussi des problèmes de souveraineté alimentaire, puisqu'on devrait avoir une industrie agroalimentaire qui devrait être intégrée, qui devrait essentiellement s'appuyer d'ailleurs sur la production locale. Alors comment faire? Alors l'une des revendications du MODEF, que je pense très intéressante et sur laquelle je vais un peu revenir, c'est bien sûr revenir à des prix régulés. Les prix régulés, c'est l'idée que pour l'agriculteur, par exemple, ce n'est pas tout à fait pareil de produire à très bas prix, c'est-à-dire de vendre en dessous parfois du coût de production, c'est le cas souvent pour le lait, et puis d'être indemnisé par des subventions, puisque finalement on a l'impression que ce qu'on produit n'a pas de valeur, or ça a une valeur, et que du coup on nous compense par des subventions. Par ailleurs, le problème des prix non régulés, c'est qu'ils varient énormément, et que ça entraîne une imprévisibilité, alors que le métier agricole, c'est quand même un métier du temps long. On ne peut pas, comme ça, changer ses affectations des terres très facilement. On ne peut pas, on est céréalier, on ne peut pas se mettre à faire de la vigne. Hein. Mon voisin est vigneron, bon, il fait céréalier en même temps, mais c'est pas les mêmes terres, on est d'accord. Hein. On peut pas changer. On peut pas... Si, mais c'est moins bon de faire des céréales sur les terres à vigne. Voilà, et puis de toute façon, pour la vigne, il faut un peu de temps avant qu'elle grandisse et qu'elle produise du raisin, donc on ne peut pas d'une année sur l'autre comme ça changer, changer les terres. Et je ne parle même pas des éleveurs ou des gens qui font des fruits, des vergers, enfin bref. Le temps long fait qu'on a un besoin d'investissement, de projection dans l'avenir, et ça demande un peu de sécurité sur les prix. Et même d'ailleurs pour les céréales, hein, qui peuvent effectivement être renouvelées chaque année, quand on sème au mois d'octobre, novembre, voilà, une fois que si on voit que les prix du blé baissent, on ne peut plus enlever et changer. Enfin, c'est semé, quoi. Donc, de toute façon, l'idée des économistes que de dire les prix en variant vont entraîner un ajustement de l'offre. En fait, en agriculture, ça ne marche pas. Donc, l'idée que la variation des prix va susciter une offre qui va s'adapter au marché, c'est absurde du point de vue agricole. Donc, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que les prix soient beaucoup plus constants, beaucoup mieux régulés, pour que s'il y a des ajustements d'offres à se faire, eh bien, ça soit préparé, organisé, et que les agriculteurs aient le temps de se retourner. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la base des revendications du MODEF et d'un modèle agricole qui a déjà existé en France. Mais je voulais revenir du coup sur deux choses. D'abord, essayer d'expliquer comment la régulation des prix agricoles est apparue, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire de la régulation des prix, avec pour idée de vous faire comprendre que bizarrement, ça n'a pas été pour aider les agriculteurs qu'on a régulé les prix au départ. Et je pense que c'est important de le comprendre parce que le MODEF aurait intérêt, de mon point de vue, à défendre la régulation des prix, non pas uniquement pour dire il faut défendre le revenu des agriculteurs, bien sûr c'est une conséquence et elle est favorable et il faut la porter pour vos adhérents, mais il faut aussi être capable de dire aux citoyens, aux politiques, que la régulation des prix c'est aussi un avantage pour la société dans son ensemble et pas uniquement pour les agriculteurs. Je pense que ça c'est un message important à comprendre et je vais essayer d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et le deuxième message que sur lequel je veux m'appuyer, c'est justement essayer de proposer un modèle qui aille un peu au-delà de la régulation du prix, ou plus précisément, on pourrait le dire autrement, comment faire en sorte que cette régulation des prix s'intègre dans un système agricole qui peut à la fois assurer la souveraineté alimentaire en France, mais qui ne soit pas incompatible non plus avec la souveraineté alimentaire dans d'autres pays. Parce que, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on a abandonné la régulation des prix agricoles parce que ça menaçait aussi, je vais expliquer tout à l'heure, la souveraineté alimentaire d'autres pays. Et donc, il faut qu'on puisse concilier des choses qui ne sont pas forcément faciles à concilier entre elles. Et c'est un peu à ça que j'ai réfléchi et sur lequel je voudrais qu'on discute.
Alors tout d'abord, l'histoire de la réglementation des prix, de la régulation pardon, des prix agricoles. En fait, il y a deux histoires et je trouve que c'est bien de regarder deux choses. D'abord, l'histoire française et européenne, et puis l'histoire des États-Unis. Parce que vous savez, parfois on dit les États-Unis, c'est un pays libéral, mais en fait, dans les faits, les États-Unis n'ont pas toujours été libéraux. Et en particulier dans l'agriculture, il y a eu des politiques très intéressantes qui ont été menées avant même en France, et qui visaient à réglementer, à réguler les prix agricoles. Alors pour comprendre l'histoire des États-Unis, de l'agriculture aux États-Unis et comment est-ce qu'on est arrivé à réguler les prix, eh bien il faut revenir sur les problèmes des agriculteurs et plus largement de l'économie américaine entre les deux guerres. Parce que c'est à ce moment-là que la question se pose. Alors en fait, il faut comprendre que les États-Unis, d'abord c'est un pays qui n'a pas la même agriculture qu'en Europe. Pourquoi? Parce que la population est beaucoup moins dense, parce que du coup les fermes sont en moyenne plus grandes. Et en fait, au départ, c'est une agriculture qui ressemble un peu à l'agriculture européenne, puisqu'il n'y a pas de mécanisation. Hein, je parle ici de la fin du 19e siècle, donc c'est des petites surfaces. Et puis, progressivement, il va y avoir l'apparition donc d'engins mécanisés, des premiers tracteurs. Et ça commence dans les années 1910, et ça va surtout vraiment exploser pendant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi pendant la Première Guerre mondiale? Parce que justement, en Europe, on a à l'époque à peu près 40% de la population active en France qui est population agricole. Et du coup, quand on va envoyer des armées au front, eh bien, on va dépeupler les campagnes. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre en Europe et en France. Et puis surtout, les paysans de l'époque, ils n'ont pas non plus les moyens de se mécaniser, hein, surtout que beaucoup d'exploitants ou de fils d'exploitants sont partis sur le front. Et donc, en fait, la production alimentaire, la production agricole diminue pendant la Première Guerre mondiale en Europe. Et du coup, les Européens, ils achètent du blé, des céréales aux États-Unis, qui, eux, voient leur demande augmenter et ils doivent faire face, et donc les prix augmenter. Et donc, pour les agriculteurs américains, eh bien, cette situation de guerre mondiale est une opportunité. Il faut produire davantage, il faut il faut profiter des coûts, des prix élevés, donc produire davantage. Et pour ça, eh bien, ça va lancer la dynamique de la mécanisation des campagnes. Et donc, pendant toute la Première Guerre mondiale, eh bien, les agriculteurs américains bénéficient de prix très élevés qui fait qu'ils vont investir dans des tracteurs, dans des machines de moissonneuses, etc. Et ça va durer pendant toute la Première Guerre mondiale. Et puis, j'ai envie de dire, malheureusement pour les agriculteurs américains, la paix revient. Les soldats rentrent dans leurs fermes, ils se remettent à produire, et bien justement, à ce moment-là, les prix s'effondrent, hein, on a une surproduction, les prix s'effondrent sur les marchés mondiaux, et les agriculteurs américains sont pris à la gorge en quelque sorte, parce que ils ont des frais supplémentaires hein, liés au fait qu'ils ont souvent acheté à crédit du matériel, et en face, les revenus diminuent. Et là, ça va s'enclencher aux États-Unis un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus les revenus diminuent, plus les agriculteurs vont faire faillite, plus ils vont faire faillite, plus leur terre va être achetée, et plus en fait la taille moyenne des exploitations va augmenter, et pour les cultiver correctement, on va renchaîner dans la mécanisation, et en fait les agriculteurs qui vont pas eux se mécaniser, eh bien ils vont voir la baisse des prix et pourront pas répondre à cette baisse des prix par une hausse des quantités, et il va y avoir un cycle en fait qu'on peut appeler en fait un cycle de modernisation, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'agriculture est passée d'un système quasiment traditionnel à un système mécanisé avec des tailles des exploitations qui se sont beaucoup accrues. Alors ce système-là va entraîner quand même une pauvreté quand même importante dans beaucoup de campagnes, mais certains agriculteurs qui vont être les premiers qui sont mécanisés, qui vont acheter les terres des autres, eux, ils vont quand même s'en sortir. Mais le problème, c'est que globalement, l'emploi agricole diminue de fait dans les campagnes, et jusque dans les années 20, ça n'est pas tellement un souci parce que les villes, elles, s'industrialisent et récupèrent la main-d'œuvre des campagnes. Donc, du point de vue de la société américaine, eh bien, cette disparition de l'emploi agricole n'est pas un problème parce qu'il y a des usines dans les villes qui embauchent les gens. Et là-dessus se pose du coup un autre problème, c'est en 1929 la crise économique. Et là, le chômage qui apparaît dans les villes. Et donc là, on se retrouve devant une impasse qui est que la dynamique de la mécanisation des campagnes ne va pas pouvoir être compensée par l'emploi dans les villes. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain va commencer à se dire il faut commencer à réguler quelque chose dans les campagnes, sinon on va avoir du chômage dans les villes, du chômage dans les campagnes,
et ça va être la catastrophe. La catastrophe sociale et donc la catastrophe politique derrière. Parce qu'évidemment, voilà, il y a des enjeux politiques pour essayer de... Donc il faut éviter en quelque sorte l'exode rural, de s'amplifier. Et donc il faut limiter la dynamique qui a été enclenchée par la mécanisation. Et pour la limiter, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, alors, au début, on essaye d'aider les agriculteurs à vendre mieux leurs produits. Hein. On leur dit, ben, regroupez-vous. En fait, des discours qu'on entend aujourd'hui. Hein. Regroupez-vous. On va vous aider à mieux commercialiser, à vendre plus cher, etc. Mais en fait, la dynamique de la concurrence, elle est quand même trop forte. Et à la fin, Roosevelt le président américain, va finir par admettre que la seule manière d'éviter l'exode rural et de limiter en fait la rapidité avec laquelle le processus se fait, eh bien, c'est de réguler les prix. Et pour réguler les prix aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va finalement se poser la question, quel est le vrai prix en fait, hein, comment on va faire pour concilier à la fois bien sûr les besoins des agriculteurs qui veulent des prix élevés et les besoins des consommateurs qui eux veulent des prix faibles. Eh bien, la solution sera, et c'est assez amusant parce que je trouve ça malin du point de vue des Américains, c'est de se dire finalement les vrais prix agricoles, c'est pas les prix très élevés de la Première Guerre mondiale, c'est pas les prix très faibles à partir des années 20, mais ça va être la période 1909-1914, qui était juste avant la Première Guerre mondiale, dans laquelle les prix étaient des vrais prix. Et donc là, on va en fait, les Américains, ils vont instaurer ce qu'on appelle la doctrine de la parité, c'est-à-dire qu'ils vont faire évoluer les prix par rapport au prix d'avant la Première Guerre mondiale. Et ça va durer très longtemps en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, on va reprendre cette doctrine-là en disant, écoutez, les vrais prix des produits agricoles, c'est ceux qu'il y avait avant l'accélération de la mécanisation et la Première Guerre mondiale. Et ça va durer, la régulation des prix agricoles aux États-Unis, ça va durer jusqu'aux années 90. Alors, ça va changer, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, du point de vue américain, l'idée de contrôler les prix, c'était l'idée, en fait, finalement, si on résume, de contrôler la dynamique de la modernisation pour éviter, on va dire, un effondrement des campagnes qui ne serait pas absorbable, de l'emploi dans les campagnes, qui ne serait pas absorbable par les villes. Et on voit bien ici, hein, sur ce premier exemple, que finalement, quand les campagnes se dépeuplaient et que l'emploi agricole diminuait, tant qu'il était absorbé par les villes, ça gênait personne. Quand il y a eu la crise économique, alors là, on a commencé à réguler. Donc vous voyez que la régulation des prix, c'est pas juste soutenir les agriculteurs pour soutenir les agriculteurs, c'est soutenir les agriculteurs parce que derrière, il y a des conséquences sociales qui sont liées à un contexte de crise. Je reviens maintenant en Europe. Alors, en Europe, il y a eu des politiques agricoles, bien sûr, avant la Seconde Guerre mondiale, mais le moment où on va mettre en place un système de régulation des prix un peu ambitieux, c'est en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut comprendre que, du point de vue du gouvernement français d'après-guerre, l'objectif, c'est en fait de moderniser les campagnes. Alors là aussi, prenons la situation. En 1946, au Royaume-Uni, 5% de la population active est agricole. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, on a déjà des campagnes en 1946 qui sont quasiment toutes mécanisées. Des tracteurs partout. En France, à la même époque, on n'a quasiment aucune mécanisation et on a 35% de la population active qui est des agriculteurs. C'est considérable. Alors, ce chiffre 35%, faut pas le prendre. Enfin, c'est pas un chiffre qui est extrêmement fiable parce que vous connaissez le métier, vous savez que parfois les conjoints, souvent les femmes d'agriculteurs travaillent aussi, mais elles sont pas toujours comptabilisées comme de l'emploi agricole. Et du coup, et puis les enfants aussi peuvent travailler, et eux aussi, ils sont pas forcément comptabilisés. C'est la raison pour laquelle ces chiffres qu'on a, moi j'ai mis beaucoup de temps à les trouver parce qu'en fait, ils sont tous un peu reconstruits a posteriori, quoi. Parce qu'on comptait pas, on salariait pas sa femme ou ses enfants en fait quand ils travaillaient dans les champs. Mais on considère que 35% de la main-d'œuvre active occupée, c'était des agriculteurs, ce qui est considérable, surtout par rapport aux 5% britanniques et il me semble, je le dis de mémoire, à peu près 15% aux États-Unis. Hein, donc on a déjà un phénomène de mécanisation qui a été très rapide, quand même, dans les pays anglo-saxons, mais très lent en France et encore plus en Italie. Et même en Allemagne, ils sont très loin de ces pourcentages-là, des pourcentages des pays anglo-saxons
de 5 à 15%. Alors, il faut comprendre que l'objectif du gouvernement français, c'est finalement de diminuer la population active agricole pour que cette population active, eh bien, aille travailler dans les usines. Parce que la modernisation de l'agriculture, c'est le préalable pour la modernisation du pays en général. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait plus de main-d'œuvre dans les usines. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait moins de main-d'œuvre dans les campagnes. Et pour ça, il faut mécaniser. Or, le problème auquel est confronté le gouvernement français, c'est que les paysans, ils n'ont pas du tout envie de s'endetter en achetant des tracteurs. Ils ont des petites exploitations, ça ne serait pas rentable, donc c'est pas pertinent même de leur point de vue. Et puis, ils savent ce qui s'est passé en Angleterre. Enfin, ils ne sont pas idiots, hein. Ils savent ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis. Ils connaissent la crise agricole des États-Unis. Et donc, ils sont très réticents à rentrer dans le modèle américain ou anglo-saxon en général. Et parce qu'ils savent que s'ils commencent à mécaniser, eh bien, ils vont voir les prix des produits agricoles qui va s'effondrer, et à la fin, ils vont pas y gagner en quelque sorte. Et puis il y a aussi le modèle, voilà, finalement, le modèle familial, paysan, c'est un modèle auquel ils sont attachés. L'idée qu'on va devoir rembourser aux banquiers l'essentiel de son revenu, ça fait pas forcément plaisir. Mais bon, la politique agricole, c'est quand même de pousser vers ça. Donc comment faire pour pousser vers ça? Alors, contrairement à ce que vous pensez tous, le gouvernement français s'est pas appuyé sur la FNSEA à l'époque, parce que à l'époque, la FNSEA est très anti-progrès, en fait, anti-mécanisation. Elle va le devenir à partir de la fin des années 50, mais pas à ce moment-là, pas juste à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord réorganiser les chambres d'agriculture. Ils vont, je crois qu'ils vont les créer d'ailleurs, mais je suis plus sûr si c'est bien à ce moment-là. Ils vont réorganiser par contre le crédit agricole, parce que c'est ça qui va donner les sous aux agriculteurs, bien sûr. Ils vont créer l'INRA, donc là aussi. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les paysans dans la modernisation, mais donc ils ont tous les outils, donc l'outil scientifique, l'INRA, l'outil financier, le crédit agricole, l'outil accompagnement, les chambres d'agriculture, pardon. Mais en face, ils ont quand même une réticence, et c'est là que le gouvernement français va commencer à dire, dans ce cas-là, on va réguler les prix. Et avec cette régulation des prix, vous êtes garanti que, c'est les prix garantis, vous êtes garanti que vous pourrez toujours vendre et que vous n'allez pas faire face à un effondrement des prix comme ça s'est passé aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est ça, en fait, c'est la régulation des prix qui va permettre aux paysans de s'engager dans un processus de mécanisation. Il faut comprendre que la régulation des prix, elle est assez perverse, parce que, bien sûr, on garantit des prix minimales, donc c'est sécurisant pour les agriculteurs, mais ces prix minimaux, ces prix planchers, eh bien, ils sont prévus d'être réduits chaque année, en fonction de l'amélioration de la productivité et des rendements de l'agriculture. Ça veut dire que si vous ne rentrez pas dans le schéma de mécanisation, vous êtes perdant. Parce que, comme les prix vont de toute façon baisser, et vous savez combien ils vont baisser chaque année, eh bien, vous savez que si vous n'entrez pas dans le mécanisme, eh bien, vous allez finir par ne plus pouvoir gagner de l'argent en vendant à ce prix-là. Donc, quand je dis régulation des prix et prix garantis, je ne dis pas prix stable. Je dis prix qui sont prévus de décroître pour accompagner l'amélioration de la mécanisation. Et alors, deuxième élément qui est là aussi intéressant, c'est qu'avant la généralisation par la PAC qui commence en 62, eh bien, la France ne va pas introduire des prix garantis partout. Et quand on regarde quelle production avait bénéficié des prix garantis et quelle production ne bénéficie pas des prix garantis, c'est intéressant de voir que les prix garantis ont commencé avec la betterave à sucre. Et puis ensuite, ça a été les céréales. Et puis ensuite, ça a été les oléagineux et les produits laitiers, enfin le lait. Ça n'a pas été les fruits et légumes au début. Et en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce qu'ils cherchaient à garantir, est-ce que c'est vraiment les agriculteurs qui étaient protégés? Moi, j'ai envie de dire, la betterave à sucre, les prix garantis de la betterave à sucre, des céréales, les oléagineux, du lait, en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ce sont des intrants dans l'industrie agroalimentaire. Ce sont surtout des très grosses structures. Ce sont des très grosses structures, c'est vrai, et donc ils ont plus de lobbying, je suis d'accord. Mais c'est aussi... C'est le seul point commun. si, l'autre point commun, c'est que c'est tous des produits qui vont vers l'industrie agroalimentaire, mais c'est lié, en fait. Ça veut dire que ce qu'ils garantissent, en fait, c'est les prix pour les acheteurs qui sont des industriels. C'est pas
les revenus agricoles, qui est le but de cette régulation des prix. Les fruits et légumes, c'est typiquement des produits qu'on va vendre directement aux consommateurs. Alors que la betterave à sucre, bien sûr, on la vend jamais aux consommateurs, on la vend à l'industriel. Et pareil pour les céréales, les oléagineux, le lait, etc. Alors le lait, on le vend en partie aux consommateurs, mais en fait, très souvent, il est transformé dans le cadre des transformateurs. Et donc ça aussi, c'est assez intéressant de voir que cette régulation des prix, elle visait effectivement à accompagner, à sécuriser les agriculteurs pour permettre la mécanisation, mais ça visait aussi à sécuriser les transformateurs dans le fait que les prix allaient, eux aussi, ils ont besoin de prix garantis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette régulation des prix, dans les deux cas que je viens de citer, eh bien, elles ne répondent pas que à des objectifs agricoles. Ce n'est pas une faveur qu'on fait aux paysans. C'est une stratégie dans les deux cas, et en particulier dans le cas de la France et de l'Union européenne, c'est une stratégie économique globale. Alors bien sûr, quand on régule les prix, eh bien on est confronté ensuite assez vite à d'autres problèmes qu'on va chercher à traiter. Le premier problème qui apparaît très vite en France, et qui va être généralisé ensuite à l'Union européenne, enfin à la CE, c'est le problème de la surproduction. Parce que quand on garantit des prix, eh bien le paysan il a intérêt à produire le plus possible, puisqu'il est sûr de pouvoir vendre sa production. Et donc du coup, face à cette surproduction, il y a une première méthode qui est mise en place, c'est les normes. La normalisation du produit, vous le savez, c'est-à-dire que si vous êtes hors norme et on ne vous achète pas, et ça permet d'éviter en fait que ça coûte trop cher aux finances publiques. Et puis ensuite, eh bien, on va se dire, eh bien, on va exporter, voire transformer. Si on s'est mis à faire du poulet industriel dans les années 70-80, ça a beaucoup augmenté, notamment en Bretagne, ou même du porc industriel d'ailleurs, c'était parce que c'était un débouché pour les céréales qu'on surproduisait. J'avais lu un texte qui disait finalement le poulet c'est quoi ? C'est des céréales transformées. On ne sait pas quoi en faire. Alors du coup on va faire des productions très industrialisées de poulet. Et puis comme en fait là aussi on va se retrouver du coup avec trop de poulets, eh bien on va commencer à les exporter hors d'Europe. Et ça va aussi poser d'autres problèmes. Et j'en terminerai là sur l'histoire de la régulation des prix. Et c'est ça qui va expliquer qu'on va abandonner ce système. C'est que les poulets bas de gamme qu'on va produire, notamment en Bretagne, en quantité industrielle, c'est le cas, eh bien, ils vont être vendus, parce que la capacité de consommation de poulet est quand même limitée en Europe, et donc ils vont commencer à être vendus dans les années 70 aux pays du Golfe, qui se sont beaucoup enrichis avec la crise pétrolière, et puis ensuite, plus tard, ils vont s'exporter en Afrique et partout ailleurs. Et en fait, du point de vue des industriels, agriculteurs industriels, parce que est-ce que c'est encore des agriculteurs, je ne sais pas. En tout cas, quand on voit du poulet en batterie tel qu'il fonctionnait à l'époque, c'est quand même vraiment de la grosse industrie. Le problème, c'est que le principe des prix garantis faisait que si je produis mon poulet, je le vends ensuite à l'étranger, mais je le vends moins cher que le prix garanti. Et dans ce cas-là, il y avait un système de restitution, c'est-à-dire qu'on compensait. Et du coup, en fait, c'était considéré par les pays importateurs comme une forme de concurrence déloyale, parce que c'était en fait ce qu'on appelait du poulet subventionné. Et cette subvention était tellement importante que l'agriculture des pays africains en particulier, finissait par disparaître, parce que les poulets importés de France, notamment, ils étaient moins chers que le coût de production local. Et ça a entraîné évidemment des problèmes très importants donc dans les années 80 en Afrique, qui a entraîné des négociations dans le cadre de l'OMC, pas de l'OMC en fait, mais du GATT à l'époque. Et de ce fait, on est arrivé à un accord qui a interdit ce qu'on appelait les subventions à la production et qui a organisé le système qu'on connaît aujourd'hui, qui est le découplage entre les subventions et la production. Et donc faire en sorte que le système agricole et les politiques agricoles européennes ne subventionnent pas la production parce que ça pouvait déstabiliser les pays importateurs et donc fasse en sorte que les paysans continuent de recevoir, les agriculteurs continuent de recevoir des subventions, mais pas liées au volume de production. Donc ça, c'était aussi lié au fait qu'il fallait réduire la surproduction. Voilà, donc ceux qui ont demandé à changer les politiques agricoles européennes, c'est d'abord et avant tout les pays en voie de développement. C'est pour sauvegarder leur agriculture. C'est la réforme de 92 ? Alors ça, c'est la réforme de 92, mais qui a été actée en 94 avec les accords de Marrakech, et aux États-Unis en 96. Voilà.
Parce qu'en 92, c'est le moment où on lance le truc, mais vous savez, enfin, ceux qui ont vécu ces années savent que ça s'est produit au fur et à mesure du temps. Hein. La dernière régulation qui a été supprimée, qui date de l'ancien système, c'est les quotas laitiers, c'est en 2015. Hein. Donc tout ça prend du temps, en fait, à se mettre en place. Oui, mais c'est normal aussi, on travaille avec de l'humain quand même. Mais par contre, la conséquence, c'est les agriculteurs, maintenant ils sont subventionnés à l'hectare, mais par contre, ils doivent payer leur production au cours mondial en fait, au cours mondial, il y a des circuits nationaux bien sûr qui existent, mais en gros ils sont en concurrence quand même avec à la fois les autres agricultures européennes, mais aussi avec les autres agricultures du monde entier. D'autant plus que dans ces mêmes années 90, 2000 et 2010, on a cessé de développer des accords de libre-échange avec notamment des grandes puissances agricoles. Hein. Alors le Mercosur, c'est pas encore tout à fait fait, mais la Nouvelle-Zélande, c'est fait, le Canada, c'est fait. Et le problème, c'est que ça augmente les quotas d'importation dans ces pays. Et puis parfois, on y reviendra, mais c'est ça qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire française. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on a eu raison de changer de modèle agricole. En fait, je ne suis même pas en train de juger. J'essaie juste d'expliquer pourquoi on a régulé les prix, pourquoi on a dérégulé, et finalement expliquer la situation dans laquelle on est. Alors avant d'arriver sur les propositions, oui, j'ai une demi-heure là, mais je voudrais revenir sur quelques éléments qu'il faut prendre, à mon avis, qui sont absolument importants de prendre en compte lorsque on veut penser un modèle agricole. Alors, ces choses, vous n'avez pas forcément à apprendre grand-chose parce que vous connaissez tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est un peu de les formaliser, on va dire, de les poser sur la table pour les prendre en compte. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'agriculture, ce n'est pas une activité économique comme les autres. En tout cas, la manière dont les économistes analysent l'agriculture est souvent biaisée parce qu'ils oublient qu'en agriculture, il n'y a pas deux facteurs de production, hein, le capital et le travail, mais il y en a trois. Il y a aussi la terre. Et alors, je sais que du point de vue de la comptabilité, la terre fait partie du capital. Mais en fait, ça, c'est une abstraction. C'est-à-dire que le capital, vous savez ce que c'est le capital, c'est les moyens de production. Ce qui est utile pour produire, c'est les machines, les tracteurs, les bâtiments, la grange, etc. C'est l'actif dans le bilan. Et dans le bilan, l'actif immobilisé, même. Dans le bilan, on met aussi la valeur de la terre. Donc on traite aujourd'hui la terre comme du capital. Mais il y a une grosse différence entre le capital et la terre. La différence, c'est que le capital, il est accumulable, il est améliorable. On peut avoir un tracteur de nouveau modèle, on peut avoir 2 tracteurs, 3 tracteurs, etc. Bon, après, je suis pas sûr que ça serve à grand-chose, mais bon, en théorie, on peut accumuler. Alors que la terre, eh bien, elle n'est pas accumulable. Je veux dire, les surfaces arables dans un pays, eh bien, elles sont limitées. Alors certes, on peut défricher une forêt et puis augmenter les surfaces arables, hein, mais bon, ça fait quand même très longtemps qu'on a des... Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, s'il y a un peu de forêt, ben, on ne peut plus rien défricher. Donc il y a, comment dire, une spécificité de la terre qui est ni substituable ni accumulable. Oui, parce qu'il y a une autre chose qu'on dit souvent, c'est que le capital se substitue au travail. Effectivement, c'est vrai. Si vous avez un tracteur, c'est pour utiliser moins de temps de manœuvre. Donc il y a une capacité au capital de se substituer en partie au travail. Mais la terre, elle n'est pas substituable. Je veux dire, voilà, si on n'a pas de terre, ben on va pas rajouter les tracteurs pour cultiver plus. Enfin, ça, bien sûr, vous le savez très bien. Mais parfois, les économistes ont du mal à comprendre ça. Deuxième élément, la terre est un bien non homogène. On en parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire sur toutes les terres. On ne peut pas dire, bah tiens, là j'ai fait des vignes, bah, maintenant ça va être un pâturage. Donc, tiens, c'est marqué là. Oui, et puis alors d'autres choses, c'est un bien non homogène parce que selon la réglementation, elle peut être ou non constructible. Et ça fait partie des enjeux importants de l'affectation des terres. Ça paye le tracteur. Ça. Ouais, voilà, ça paye le tracteur. Ouais, mais après, toutes les terres sont pas. Enfin bon, c'est pas toujours nous qui décidons. Enfin, c'est pas les paysans qui décident. Mais il y a des enjeux énormes parce que selon qu'elle est constructible ou non, bah, elle n'a pas eu la même valeur. Et cette gestion de la terre, eh bien, elle est fondamentalement politique. Hein, elle implique des décisions collectives, d'aménagement du territoire. On parle de non-artificialisation nette maintenant des terres. Vous savez, hein, ça fait la loi qui va venir, qui est beaucoup en discussion, parce que derrière, plus on artificialise les terres, moins il reste de terre pour l'agriculture. Or, ça va avoir des impacts
sur notre souveraineté alimentaire. Donc c'est une propriété privée, la terre, et en même temps, sa gestion est publique et politique. Et ça aussi, ça crée aussi des questions ou des problèmes. Ici, Hein. on ne tient pas compte dans la valeur de la terre, de l'état de la terre. On ne tient pas compte. On ne tient pas compte dans la valeur de la oui. terre, de l'état dans lequel elle a été mise. Oui, oui, je suis d'accord. En fait, on en tient un peu compte quand même, parce que normalement, quand on achète de la terre, on regarde un peu avant Non, d'acheter. il n'y a personne qui regarde. Ils sont un peu bêtes alors. C'est comme ça. Mais oui. Par contre, non, c'est vrai que très Parce souvent. qu'une terre en vigne qui a été désherbée pendant. Ouais. Une terre en vigne qui a été désherbée pendant 20 ans, il n'y a plus de matière organique, c'est plus qu'un substrat. Quoi. Ouais. Et la valeur de la terre, elle n'a pas baissé. Alors que. Enfin, la valeur en capital n'a pas baissé, alors que la valeur productive a baissé. Alors, deuxième chose que je veux dire, j'ai plein de trucs à dire, mais je vais aller vite. Je voulais parler de la concurrence internationale. Vous savez, très souvent, les économistes, ils raisonnent en termes, c'est la concurrence, on produit tous des choses, le plus efficace gagne, en fait. C'est-à-dire, le plus efficace, il va pouvoir faire baisser les prix, le moins efficace, il n'arrivera pas à baisser les prix de production, et donc il va finir par disparaître, par faire autre chose. Et donc, comme ça, on va avoir un système productif plus compétitif. Et ça peut marcher dans les produits industriels, parce qu'une usine, en fait, on peut la placer où on veut, elle sera toujours aussi efficace très souvent. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Si elle est plus proche d'un port, elle sera plus efficace et plus éloignée. Mais l'agriculture, ça marche pas pareil. Parce que, comme je l'ai dit, les terres sont pas homogènes. Les climats aussi sont pas les mêmes partout. Parfois, la concurrence, elle est fondamentalement déloyale. Par exemple, si on fait du blé en Ukraine, moi j'ai été en Ukraine, faut voir la qualité des terres. On peut pas. Alors ici, la terre, je trouve qu'elle est pas mal. Mais il y a des endroits où après c'est vallonné, donc ça crée d'autres problèmes. Mais il y a des endroits où en fait simplement on peut pas avoir des mêmes rendements uniquement à cause de la qualité de la terre. Et puis il y a un autre problème, c'est la densité de population d'un pays à l'autre qui peut changer beaucoup, qui fait que la valeur de la terre sera pas du tout la même. En France, en Europe en général, la terre agricole, elle vaut cher. Il y a des pays, l'Ukraine, je connais pas, je suis pas allé vérifier les prix de l'Ukraine, puis en ce moment c'est un peu compliqué, mais il est clair que vu la densité de population de l'Ukraine, il y a plein de terres dont ils savent pas quoi faire en fait. Et donc du coup forcément, un agriculteur, comme il va payer sa terre beaucoup moins cher, il va être très avantagé sur quelqu'un d'autre. Et alors le problème, c'est que cette dynamique, je l'ai dit tout à l'heure, cette dynamique internationale entraîne des pays qui veulent faire subir la concurrence internationale à s'adapter en cherchant à dégrader les rendements pour compenser le fait qu'ils sont en concurrence avec des pays qui font une agriculture très extensive. Bon, là aussi, je ne vais pas revenir très longtemps sur cette question, mais plus l'agriculture est extensive, plus elle a besoin de terre, ça c'est un peu logique, et parfois, quand elle est très extensive, elle peut être plus rentable que quand elle est très intensive, parce qu'il y a besoin de moins de force de main-d'œuvre, parce que finalement, par exemple, les moutons, ils sont un peu plus autonomes, on va moins bien les garder. Bon, alors la question du loup, c'est vrai que on peut aussi intégrer là-dedans, c'est-à-dire que demande plus de temps de travail. Ça là-dessus, c'est exactement ça. Moi, je vois, j'ai des brebis, je m'en occupe un peu moins. Du coup, je ramasse moins d'anneaux que si c'était tout en bergerie, mais par contre, les anneaux, quand ils rentrent, c'est du cash. Voilà, c'est ça, c'est du cash. Mais ça là-dessus, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Chaque système a ses avantages, ses inconvénients, et chacun voit ce qu'il veut, et voilà. Faire. Soit tu es sans brebis, tu les mets en bergerie, ça te coûte un max de granulés et compagnie, tu vas sortir je sais pas combien d'agneaux, je sais pas combien, mais ça te coûte 3 blindes en temps et en argent, en investissement. Ou soit tu fais comme moi, les brebis elles courent, je les rentre, c'est pour choper des agneaux, je cueille quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, un peu en mode, ça fait un peu mode préhistorique quoi, mais voilà quoi. On prend, il y a les agneaux, le renard il mange des agneaux, il y a des agneaux qui boitent que je verrai pas, qui seront bouffés par je sais pas quoi. Mais après, faut accepter quoi. Ouais. Mais mais le problème c'est que dans un pays comme la France, on a besoin d'augmenter les rendements de la terre. Ça veut dire de faire plus intensif. A priori, si on veut nourrir tout le monde en fait, parce que le facteur limitant dans la capacité qu'on a de se nourrir, finalement c'est la terre. Et donc quand on a une surface donnée, si on fait avec la même surface plus d'intensif, ça coûtera peut-être moins cher pour l'agriculteur, et donc ça sera plus rentable
du point de vue de la production, mais ça ira à l'encontre de l'objectif de souveraineté alimentaire. C'est ça que je veux dire. Et donc la concurrence, en fait, nous oblige, nous pousse, mais en fait, c'est pas vraiment le cas tout le temps, mais de fait, il y a une tendance de fond à aller vers l'extensification, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en tout cas, désintensification, on peut dire ça comme ça, de l'agriculture, qui menace la souveraineté alimentaire. Bon, voilà, je voulais juste développer ce genre de concept, mais il y en a beaucoup d'autres, mais on y reviendra dans la discussion. Et maintenant, je voudrais du coup exposer, alors non pas la solution avec un grand S, et par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on en discute avec les micros, parce que sinon, ils vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de garantir à la fois la souveraineté alimentaire en France, mais aussi ne pas nuire à la souveraineté alimentaire ailleurs dans le monde. Et donc ça veut dire que ni l'ancien modèle de prix régulé avec des restitutions pour les exportateurs, ni le nouveau modèle de prix de marché avec la concurrence directe avec d'autres pays qui ont des conditions agricoles très différentes des nôtres, de mon point de vue, ne sont des bons modèles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle? Il faut en fait qu'il parvienne à concilier 4 grands objectifs. Bien sûr, le premier, voilà, je répète quand même, garantir la souveraineté alimentaire de la France, hein, parce que bon, nous, la politique agricole, c'est la politique agricole française quand même qu'on essaie de défendre. Deuxième principe, ça aussi, mais c'est lié au premier, garantir des revenus décents pour les agriculteurs, et aussi une prévisibilité des prix pour les transformateurs et distributeurs, parce qu'on l'a vu que ça fait partie des enjeux aussi. Hein, faire en sorte que les prix ne fluctuent pas, ça arrange un peu tout le monde en fait. Troisième grand principe, il faut, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on en parlera si vous voulez, mais il y a la question écologique quand même, puisque l'agriculture, elle est en fait prise en sandwich sur la question agricole. Je dis en sandwich parce que d'une part, elle est la première à être pénalisée par la dégradation des sols, tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on dégrade trop la biodiversité, les sols, etc. Si on prélève trop d'eau aussi, hein, j'ai pas parlé des méga-bassines, mais on pourra en parler parce que j'en ai parlé hier, mais j'ai zappé un peu ça. Mais la question de la gestion de l'eau, elle est au cœur aussi des questions agricoles. Et donc, elle subit les dégradations environnementales et même le changement climatique évidemment. Et en même temps, elle produit aussi des dégradations environnementales lorsqu'on a une agriculture trop intensive, parce qu'elle est poussée par la concurrence, utilise trop de glyphosate. Vous savez très bien, le glyphosate, ça sert à épargner la main-d'œuvre en fait. Hein. Et donc, on pourrait tout à fait cultiver sans glyphosate. D'ailleurs, on l'a fait pendant des millénaires. Mais le problème, c'est que si on interdit le glyphosate, eh bien du coup, on se retrouve à devoir avoir des coûts de production plus élevés. Et donc, le problème, c'est comment fait-on sans glyphosate pour concurrencer les Canadiens ou d'autres. Et donc, voilà, donc la question environnementale est évidemment très importante. Puis, quatrième principe d'une politique agricole, c'est, pour moi, il faut maintenir la capacité de la France à exporter, non pas parce que je ne pense pas que l'exportation soit un bien en soi pour la France, mais il y a des pays qui ne seront jamais souverains d'un point de vue alimentaire. Et si les pays qui peuvent exporter n'exportent pas, eh bien, ils vont juste crever, quoi. Donc, nous, notre responsabilité en tant que puissance agricole qui bénéficie quand même d'un climat plutôt bon, d'une densité de population pas trop élevée, si nous, on n'exporte pas, et si on prétend faire en sorte que le modèle qu'on a en France puisse être généralisé, eh bien, il va y avoir des pays qui vont mourir de faim. Donc, il faut garder la capacité d'exporter sans que ces exportations empêchent la souveraineté alimentaire des autres pays, comme c'était le cas de l'ancienne PAC. Donc comment fait-on? Parce que le problème de ces objectifs, c'est qu'ils sont un peu en contradiction les uns avec les autres. Garantir des bons revenus agricoles, ça voudrait dire revenir à l'ancienne PAC, par exemple, avec des prix régulés, mais ça pourrait atteindre la souveraineté alimentaire d'autres pays. Alors moi, avec la discussion qu'on a eue au Congrès, et puis je me suis dit, en fait, puisqu'on a des objectifs contradictoires, eh bien, il faudrait qu'on soit capable non pas d'avoir un seul modèle qui serait mis en place pour tout le monde, mais 2 modèles qui pourraient être coexister dans le même environnement français. Alors, typiquement, quand on parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire concrètement quoi?
ça veut dire qu'on veut défendre une agriculture vivrière. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture, c'est qu'elle est considérée, les produits agricoles sont considérés comme des marchandises. Et ces marchandises, eh bien, elles sont mises en concurrence, et puis c'est, au moins 10 ans, celui qui va vendre le moins cher qui va récupérer. Alors je sais qu'il y a des gens malins, comme Christophe, qui arrivent à faire de la qualité, et donc à se distinguer, et à gagner leur vie comme ça, mais on sait bien, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est que parfois on a aussi besoin quand même d'une nourriture, voilà, on ne peut pas avoir des prix élevés sur tout, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve un système pour à la fois nourrir l'ensemble de la population et aussi des produits de base, quoi, des produits qui sont peut-être moins bons, moins qualité, moins bio, etc., mais qui trouvent quand même un peu leur public. Donc il faut qu'on puisse défendre une agriculture vivrière qui a non pas pour objectif d'exporter, mais vraiment de nourrir la population. Ça, c'est un premier modèle. Et ça, ce modèle, à mon avis, il doit exister dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde devraient avoir une protection de leur agriculture vivrière pour être le moins dépendant possible des importations. On sait que dans certains pays, comme en Égypte, ce ne sera pas possible. On ne pourra pas en Égypte avoir l'agriculture nationale qui nourrisse tous les 100 millions d'habitants en Égypte, quoi. À cause du fait que les terres cultivables ne sont pas très nombreuses en Égypte. Et en même temps, donc, il faut préserver un modèle exportateur. Et donc, on pourrait imaginer que l'agriculture en France soit divisée en deux modèles. Un modèle vivrier qui vise à répondre aux besoins de la population locale, et un modèle d'agriculture, on va dire, exportatrice, ou on peut dire agriculture marchande, qui vise à s'échanger sur les marchés mondiaux pour les pays qui n'ont pas de production suffisante et qui peuvent acheter ce qu'on produit, nous, en France, ou dans d'autres pays. Alors, essayons de regarder comment on fait pour distinguer deux modèles différents dans un même pays. Parce que, pour le coup, c'est pas simple. Alors, l'autre chose auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas aussi les mêmes stratégies, les mêmes objectifs. Par exemple, si on dit aux céréaliers de la Beauce, eh écoutez, maintenant, voilà, vous n'allez plus exporter, vous allez produire que pour la population locale, ils vont pas être contents, quoi. Il va y avoir une réticence. On sait qu'il y a une partie de l'agriculture française qui est marchande, qui, vous savez, qui vend comment dire, qui fait un peu de la spéculation, qui vend à terme, c'est ça, leur production sur les marchés de Chicago, etc., qui sont, on va dire, au cœur de la modernité des marchés actuels, leur dire, écoutez, maintenant, faut faire une petite agriculture paysanne pour vendre localement, voilà, ça va pas marcher. Donc moi ce que je pense, c'est que faut pas forcément, faire en sorte que tous les agriculteurs soient dans le même moule. Certains ont envie de garder des petites surfaces. Alors d'ailleurs, on va pas revenir sur la mécanisation. Hein, on va continuer d'avoir des tracteurs, on va continuer. Si, parce qu'on est en plein dedans dans la mécanisation. Voilà, donc on va continuer de garder la mécanisation, mais on va pas forcément. Non, mais c'est un gros problème à l'heure actuelle. Ah ben, on en discutera. Qui sortent du lycée et qui achètent des tracteurs à 150 000 balles pour s'en servir 2 heures par jour. Oui, mais alors. Il faudra que tu prends le micro. Non, mais on en discutera. Je termine vite fait. Puis de toute façon, en fait, l'idée, c'est quand même d'échanger. On va avoir 1 heure pour échanger là, donc voilà, on aura le temps. Donc l'idée, non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas supprimer tous les tracteurs. C'est ça que je veux dire, parce que du coup, ça reviendrait sur. Il faudrait qu'on revienne à 35% de population active agricole, ce qui est pas gagné. Mais bon, bref, on en discutera. On en discutera. Donc. L'idée, c'est d'avoir une partie de l'agriculture française qui soit vivrière, c'est-à-dire qui ait pour objectif principal de nourrir la population. Et cette agriculture, elle doit être protégée des importations. Je pense que c'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire que elle doit être régulée, les prix doivent être régulés, c'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs sachent à combien ils vont vendre leurs produits. Cette régulation des prix, elle doit de toute façon être concertée. C'est pas les agriculteurs qui vont décider tout seuls, parce que sinon, je les connais, hein, ils vont vendre très très cher tout, et ça va pas faire plaisir à d'autres. Donc, cette régulation, comme ça a été fait à l'avant, elle est politique, quoi. Donc, il faut voir les distributeurs, les transformateurs, et bien sûr les consommateurs, voir les agriculteurs, et puis trouver une manière de réguler les prix qui permet de concilier un peu tous les intérêts. Régulation des prix qui permet du coup aux agriculteurs de savoir à combien ils vont vendre et du coup de faire des calculs d'investissement, de production sur du moyen à long terme, en fait. C'est surtout ça qui est important. Deuxième caractéristique de cette agriculture vivrière, c'est qu'elle a des débouchés garantis. Alors, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tous les transformateurs et les distributeurs, parce que là aussi, il ne faut pas penser que on va faire du commerce en direct. Clairement, aujourd'hui, on vit dans un modèle où l'essentiel de l'alimentation, c'est des produits transformés. Les gens, ils vont faire des courses à Carrefour, dans les grandes surfaces. Ils vont pas aller faire toutes les fermes des environs pour aller acheter différentes choses. Donc, même si, bien sûr, ça doit être possible, on va pas supprimer ça, on va pas supprimer les marchés de producteurs et des choses comme ça. Mais le modèle généralisable, c'est le modèle qui permet à l'agriculture vivrière d'utiliser aussi les distributeurs et les transformateurs. Et donc, ça veut dire que les distributeurs et les transformateurs, en gros les industriels, enfin les grands groupes, achètent en priorité la production du secteur vivrier et n'ont le droit d'acheter à l'étranger qu'une fois écoulée toute la production nationale. Et ça, c'est évidemment, c'est ça la réforme la plus importante. C'est-à-dire que le secteur vivrier a pour objectif d'aller alimenter les industriels, les transformateurs et les distributeurs, et que ceux-ci ne peuvent acheter que si à l'étranger, que s'il manque de production nationale ou si il n'y a pas de, s'il n'y a pas de production nationale, c'est du cacao par exemple typiquement, on ne va pas le produire en France métropolitaine. Alors cela aussi implique une normalisation. Alors je vous l'ai dit, la régulation des prix, c'est toujours la contrepartie, c'est toujours normalisation. C'est-à-dire qu'il faut que quand on dit on vous achète votre production à tel prix, forcément il faut qu'il y ait des normes, des critères pour que votre production soit achetable ou non. Donc cette question, alors elle existe déjà la normalisation, mais elle sera peut-être renforcée. Et puis il y aura peut-être des règles environnementales plus strictes qui seront moins un problème parce que justement on est protégé de la concurrence internationale. Donc du coup on peut accepter, en contrepartie de la sécurisation des prix, davantage de réglementation environnementale. Donc ça, c'est le premier secteur. Et puis, il y a un deuxième secteur, un secteur marchand, un secteur qui vise à l'exportation, qui continue d'avoir des régulations environnementales. Enfin, là aussi, l'idée sur laquelle il y en a un qui sera régulé, puis l'autre, on pourra faire tout ce qu'on veut, on peut polluer l'eau comme on veut. Non, évidemment, non. Mais ça sera celle qui est imposée par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire plus que ce que demande l'Union européenne, bien sûr, mais on ne va pas faire moins, évidemment. Et donc, ce secteur-là, il correspond au secteur actuel. Enfin, c'est le modèle d'aujourd'hui. C'est-à-dire prix de marché internationaux, concurrence. Et ces agriculteurs, alors, ça ne veut pas dire que leur production sera forcément exportée. Elle pourra rester dans le pays, mais uniquement lorsque la production vivrière arrive à la fin de ses débouchés. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on manque, je sais pas, je dis n'importe quoi, de cochons, quoi, par exemple, de viande de porc. Eh bien, si tous les producteurs qui sont inscrits dans le système vivrier ont vendu leur porc, eh bien, les distributeurs qui ont encore besoin de jambon, eh bien, ils vont demander au secteur marchand, soit national, soit étranger, pour compléter en quelque sorte la demande. Alors, la dernière question, c'est comment fait-on pour dissocier deux modèles dans un seul pays? Parce qu'en fait, c'est ça la question principale. Alors, mon idée, c'était de s'appuyer sur le fait que l'agriculture, comme je l'ai dit, a 3 facteurs de production, dont la terre, qui n'est pas extensible, qui n'est pas accumulable. Et donc, en fait, l'idée, ça serait, d'affecter les terres. Alors, bien sûr, en concertation avec les agriculteurs. Il ne s'agit pas de faire un truc qui vient d'en haut. Certains agriculteurs voudront rester dans le secteur marchand, d'autres seraient d'accord pour passer dans le secteur vivrier. Eh bien, les terres qu'ils possèdent et qu'ils cultivent, eh bien, elles sont affectées au secteur vivrier, et du coup, elles sont régulées par ces règles-là, alors que d'autres terres qui appartiennent à des agriculteurs qui veulent rester dans le modèle actuel, eh bien, elles seraient affectées au secteur marchand. Alors, si on devait mettre en place ce système, et si on devrait arriver à la souveraineté alimentaire uniquement par le secteur vivrier, sans doute qu'il faut arriver à une répartition des terres de type 80-20. C'est-à-dire 80% pour le secteur vivrier et puis 20% pour le secteur marchand. Moi, je ne pense pas qu'on arrivera spontanément comme ça à cette répartition-là. Si on permet aux agriculteurs de choisir, il y en aura peut-être beaucoup qui vont vouloir rester dans le système actuel. Peut-être qu'on aura dans le secteur vivrier au départ que 20, 30%, 50%, enfin j'en ai aucune idée, combien voudront
rentrer là-dedans, mais à la limite, c'est pas grave. Parce que l'avantage de ce secteur vivrier, c'est que de toute façon, leurs débouchés seraient garantis, les prix seraient garantis, les filières de production seraient organisées à partir des distributeurs et des transformateurs, et ça n'empêchera pas ces distributeurs et ces transformateurs, s'ils manquent de matières premières, d'acheter le reste dans le secteur marchand. Évidemment, toute cette affectation des terres, eh bien, elle devra être décidée politiquement, là aussi. Et il y a des questions, merci. Oui. Il y a des questions qui restent soulevées et qui ne sont pas tranchées, et que le politique devra trancher. C'est aussi de savoir qu'est-ce qui correspond, finalement, quel type de produit agricole correspond aux vivriers et non vivriers. Je veux dire par là, est-ce que le vin, par exemple, doit appartenir au secteur vivrier ou au secteur marchand? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Hein. Et puis, c'est une décision politique. Hein. Ça doit être discuté en concertation. Peut-être que certains types de vins, oui, et d'autres non. Peut-être que tous les vins devraient être considérés comme du secteur marchand. En passant vous savez qu'à la SNCF, on a déjà cette dissociation du secteur marchand et non marchand. Hein. C'est-à-dire que les TER fait partie du secteur non marchand. Ils sont subventionnés par les régions. Et même les intercités sont subventionnés au niveau national, alors que le TGV, c'est une offre marchande. Donc l'idée sur laquelle, dans une activité économique, il pourrait avoir un secteur protégé non marchand et un secteur non protégé marchand, c'est pas une nouveauté absolue. Dernier élément, et puis ensuite je pense qu'il faut qu'on discute, la question de la compatibilité avec les règles européennes. Alors clairement, c'est une vraie question, je ne vais pas dire que c'est tranché, que ce modèle-là, si la France l'applique, eh bien il va entraîner beaucoup de réticences vis-à-vis, par exemple, de l'Espagne, ou d'autres pays qui exportent beaucoup de fruits et légumes en France et qui vont dire « mais attendez, vous êtes en train de faire du protectionnisme français ». C'est un contraire au principe européen. Et ils n'auront pas tort. Alors comment peut-on faire pour... alors évidemment, la solution serait de dire on n'a qu'à quitter l'Union européenne, et puis voilà. Moi, je ne serais pas absolument contre ça, mais ça va être compliqué quand même. Il ne faut pas se mentir. De dire c'est soit ça, soit on quitte l'Union européenne pour faire ça, soit on ne peut rien faire. Donc mon sentiment, c'est que il faudrait, en fait, l'Union européenne, c'est le marché unique, la libre circulation des marchandises dans tous les pays européens depuis sa création, hein, y compris l'agriculture. Si on dit, oui, mais la souveraineté alimentaire est plus importante, c'est un objectif essentiel de notre pays. On a l'exception culturelle. On pourrait avoir une exception alimentaire. C'est-à-dire que on pourrait dire, et à mon avis, on a des arguments pour le faire, que l'agriculture ne relève pas uniquement du secteur marchand. C'est-à-dire, c'est ce que je dis par rapport au vin. Mais on peut décider que certains biens agricoles, transformés ou non d'ailleurs, hein, relèvent d'un objectif de souveraineté alimentaire et doivent donc échapper à la marchandisation et en même temps dire aux Européens, mais regardez, on préserve un secteur marchand, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas toute l'agriculture du secteur marchand, mais on protège une partie, la partie vivrière de l'agriculture du secteur marchand. Par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ce secteur vivrier, il ne peut pas aller au-delà des besoins alimentaires, par définition. Je veux dire, pourquoi 80-20 pourquoi pas 100% de secteur vivrier? Parce qu'en fait, si on exploite correctement les terres, on nourrit plus que la population française. Donc, on ne pourra pas aller, on peut pas faire en sorte de garantir aux agriculteurs autant de débouchés s'il n'y a pas des consommateurs derrière qui sont prêts à acheter cette production. Donc le principe du secteur vivrier, c'est qu'il est par définition limité aux besoins alimentaires de la population concernée. Et que si on produit plus que les besoins, eh bien ça doit apparaître dans le secteur marchand. Donc on ne dira pas à l'Union européenne, on sort du marché unique. On dira simplement à l'Union européenne, l'objectif de souveraineté alimentaire est un objectif non marchand. Par contre, toute la production qui ne répond pas à ses besoins alimentaires, eh bien elle restera dans le secteur marchand. Et on peut d'ailleurs mettre dans le secteur marchand le colza pour les biocarburants. C'est-à-dire que ça ne répond pas, bien sûr, à un objectif de souveraineté alimentaire. Si on cultive du chanvre ou du lin pour le textile, eh bien ça n'est pas. Donc, alors encore une fois, ça c'est une manière de faire un critère. L'idée, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, c'est de discuter de ça, c'est-à-dire à la fois de voir comment concrètement c'est possible avec les pratiques agricoles actuelles, mais sachant que tout modèle agricole implique de changer les pratiques agricoles de toute façon. Donc voilà, donc les pratiques agricoles vont devoir s'adapter. Après, il y a plusieurs critères. Donc démarchandiser une partie de l'agriculture au nom de la souveraineté alimentaire, faire respecter ça à l'échelle européenne,
continuer d'avoir une partie de l'agriculture marchande. Et ces agriculteurs-là sont pas enfin, ils ont le droit d'exister, même. Envie d'avoir un tracteur de 350 chevaux, 1000 hectares, et ça fait partie. Oui, mais il y a aussi le fait que, on a besoin aussi d'exporter. Je veux dire, la France doit exporter pour les autres pays. C'est nécessaire aussi que la France reste. Pas forcément exporter. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont besoin des importations françaises. Allez, j'arrête. Oui, C'est fini. Vas-y.